puis il y a l'aviation de loisirs pur, celle qui permet tout simplement, avec quelques dizaines d'euros, de pratiquer l'aviation en construisant soi-même l'aéromodélisme et faire voler des aéromodèles. Alors que on voit partir en piste là-bas nos équipes de l'aéromodéliste. Ils s'en vont avec la remorque du club de planeurs, puisque la piste aéromodéliste d'habitude est bien évidemment légèrement éloignée des pistes pour avions dits normaux, bien que ce soit des appareils volants tout aussi respectables. Et donc ils sont normalement sur une piste éloignée un peu plus au nord de notre terrain, complètement à notre droite, mais aujourd'hui pour des raisons pratiques on va les faire décoller de la piste d'avion. Et donc ils partent avec cette remorque, normalement on met dessus des planeurs et dessus tous les lignes, et puis ça vous permet de réaliser des baptêmes de l'air et de participer à toutes ces équipes. Donc au décollage dans quelques minutes, les aéromodélistes, alors que là-bas au bout de la piste 22, piste en herbe, c'est la piste en service pour notre meeting, elle nous est confirmée maintenant par la tour de contrôle. Jupiter à la manœuvre, dans quelques minutes, décollage du premier planeur. On vient de lui donner ses codes radio, on vient de lui donner son autorisation. Et donc, toute la zone est dégagée, la tour de contrôle vérifie avec les éléments, tout est dégagé. Dans quelques secondes, justement, va décoller ce planeur là. Le starter vient de partir rejoindre le planeur en bout de piste, c'est exactement un motoplaneur, il va devoir décoller. Aller s'établir très haut dans le ciel pendant que les aéromodélistes vont décoller. Pendant ce temps-là, vous voyez, ils installent leur dispositif. Et on va avoir l'évocation de tout ce qui se fait en aéromodélisme avec une partie de l'histoire de l'aviation devant nous, toute l'histoire de l'aviation. L'histoire de l'aviation, c'est un peu l'histoire du XXe siècle. Avec ses conflits, ses règles, tous ces grands principes qu'on retrouve aujourd'hui et qui ont... Les politiques du XXIe siècle ne peut se comprendre que si on a compris l'histoire du XXe siècle. Avec les différents conflits, les enjeux des gens et des personnes, avec tous ces enjeux qui ont créé d'une certaine manière l'Europe, puisque l'Europe est née de la Seconde Guerre mondiale et de différents éléments que je n'aurai malheureusement pas l'occasion de reprendre forcément au cours de l'après-midi, mais l'Europe est avant tout créée en l'histoire du XXe siècle et qui est incontestablement marquée avec l'histoire de la guerre au XXe siècle et avec l'histoire de l'aviation. Et donc en bout de piste là-bas, qui vous permet de décoller sans remorqueur, il vous faut quelqu'un pour tenir une aile au décollage au moment où vous mettez plein au milieu du fuselage. Donc forcément, il n'est jamais parfaitement en équilibre. Pour être en équilibre, il lui faut un petit peu de vitesse. C'est comme en vélo. Si vous voulez être en équilibre en vélo, vous n'êtes jamais en équilibre à l'arrêt. Vous êtes en équilibre parce que vous avez un peu de vitesse et c'est cette vitesse qui vous permet de tenir. Tout simplement, un avion, ça sert aussi à faire de la publicité. Et oui, les modélistes aujourd'hui vont nous rappeler que quand on est sur les plages l'été, on voit passer des avions avec des banderoles et donc au décollage pour ouvrir le show 2013 de notre meeting. Un Cessna Cardinal, voilà, qui décolle et qui tracte derrière lui sa banderole. Et donc cet avion qu'on voit en modélisme, c'est un avion réel, c'est un avion qui avait développé toute une famille d'avions. Il avait appris à piloter à partir d'un avion dont le fuselage était un Blériot 11 identique à celui de la traversée de la Manche. Ils avaient copié ce fuselage aux États-Unis, avaient mis d'autres ailes et ensuite ils avaient appris à piloter. Voilà le tractage de banderole, la banderole Flandre lisse derrière lui, avec donc cette activité particulière pilotée au sol par le monsieur qu'on voit s'éloigner là-bas. Figure de voltige, la voltige aérienne qui a cette année un siècle. Il y a 100 ans que pour la première fois, Adolphe Pégout avait effectué une première boucle et puis avait effectué 2-3 autres vols auparavant dans le ciel de Port Aviation à Viry-Châtillon là-bas, légèrement au sud d'Orly. C'était donc le Cessna Cardinal. Maintenant, dans quelques secondes, vont décoller d'autres machines qui reprennent des machines assez mythiques puisque ce sont les Piper Cub. Voilà, alors évidemment, comme il s'est posé sur une piste en herbe, pour des raisons, je dirais, liées à fait que l'herbe est un élément naturel et qu'il y a toujours plus ou moins de l'herbe qui a été fauchée, qui n'a pas été ramassée ou autre, on fait rouler le moins possible les aéromodèles dans l'herbe pour des raisons évidentes liées à ce matériau. Quand vous roulez sur une piste en béton qui a été balayée avant, il n'y a pas de gros soucis. Donc ils sont allés rechercher
Leur aérodèle, vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est assez léger, puisque là, ils le portent certes à deux, parce que c'est quelque chose qui est assez grand, assez volumineux, mais il n'y a aucun problème, c'est quelque chose d'assez léger, ça pèse une dizaine, une quinzaine de kilos, grand maximum. Alors que décolle maintenant l'Extra 300, identique à celui qui a équipé l'équipe de voltige de l'armée de l'air, en mémoire à notre ami Renaud Ecal qui nous a quittés il y a maintenant pratiquement 3 ans. C'est la voltige à l'état pur, le meilleur avion de voltige au monde en ce moment, puisqu'il a été classé plusieurs fois champion du monde de voltige. Il équipe l'équipe de voltige nationale. Il est d'ailleurs aux couleurs, celui qu'on vous présente devant vous de cette équipe de voltige de l'armée de l'air, l'équipe de voltige nationale qui totalise de nombreux titres en championnat du monde, en championnat d'Europe, aussi bien en individuel que par équipe. S'il fallait faire le titre et surtout le listing de toutes ces personnes qui ces 20 dernières années ont remporté des titres aussi bien en championnat du monde de voltige qu'en championnat d'Europe, c'est pratiquement le même niveau puisque les meilleurs pilotes mondiaux se trouvent soit en France, soit dans les pays de l'Est. Et quand on sait que les pays de l'Est volent dans le championnat d'Europe, être champion du monde ou champion d'Europe, pour moi, c'est pratiquement pareil. Et donc, s'il fallait faire le tour de toutes ces personnes qui, ces 20 dernières années, sont réussi à mettre des pieds sur les premières, deuxième ou à la limite troisième marche des podiums, on aurait des noms prestigieux qui sont pour la plupart inconnus du grand public. C'est le cas par exemple de Catherine Monouri, Xavier Delaparent, Kiki Génin, Patrick Paris, Pascal Alajoanine, et puis le dernier en date, Renaud Ecal. Celui-là est d'ailleurs aux couleurs de Renaud Ecal, celui que l'on avait appelé l'extraterrestre et qui avait été l'une des stars du dernier meeting organisé à Merville. Il nécessitait justement de voler sur la tranche, passage en drapeau, et que l'avion monte là très haut dans le ciel. Et on est parti pour un renversement. On met du pied du côté où on veut faire tourner l'avion quand on est arrivé en haut, pratiquement renversé, et ça tourne pratiquement tout seul. Alors c'est vrai que quand on est dans l'avion, on a tendance à sentir l'avion. Un conducteur de voiture finit par une demi-boucle. De nouveau une série de tonneaux. Et donc toute cette magnifique démonstration de voltige appartient à des catalogues et il existe aussi bien, je vous l'ai dit, pour les pilotes de voltige dit avion lourd, avion réel je dirais, mais je répète, ça n'a rien de péjoratif puisque les machines qui volent devant nous pour moi sont des vrais avions, ça vole, donc c'est un avion. Et donc dans les avions lourds, il existe des compétitions, je vous l'ai dit, on est en France l'un des pays les plus titrés en championnats nationaux et internationaux. Et donc, alors que décollent derrière, vous voyez, d'autres machines qui vont voltiger ensemble, séparément, celui-là fait partie de la famille des Cap, une grande famille d'aviation française, celle-là, alors que les autres, le Extra, était fabriqué par Walter Extra, Monsieur Extra, un Allemand. C'est un avion qui normalement est en bois et en carbone, pardon, alors que la famille des Cap sont pour la plupart en bois. On aura l'occasion tout à l'heure de voir voler le plus célèbre des Cap, en tout cas le plus construit, le Cap 10. Alors que l'on voit notre avion jaune, là, ce Cap effectuer des figures dites de deuxième cycle, des figures déclenchées, là il est sur le dos. Et donc toutes ces démonstrations, toutes ces figures que l'on voit évoluer devant nous appartiennent à des catalogues de voltige, qui ont en voltige, mais il existe des gens qui font de l'aérodélisme en planeur, où le but est de faire voler le planeur le plus longtemps possible. Des gens qui font voler des aérodélismes aussi au niveau beauté de l'avion. Il y a des concours de beauté, concours d'élégance même. Celui qui a fait un avion le plus proche de l'original, celui qui ressemble plus à des avions exposés dans un musée. Si vous allez du côté d'Angers, sur le terrain d'Angers-Marseille, au nord d'Angers, vous avez un musée d'aviation, le musée régional de l'air d'Angers-Marseille. Et dans ce musée d'aviation, qui est un musée qui reprend toute l'histoire de l'aviation légère en France, qui est l'aviation légère, qui est l'aviation qu'on pratique en aéroclub, vous aurez l'occasion de voir des maquettes d'aéromodélisme comme celle-ci qui reprennent exactement les avions du musée. Et tous les ans, le week-end de Pâques, il y a une exposition de ces machines alors que vous voyez ascendant, descendant, alors que l'Extra revient et se présente, je pense, à l'atterrissage. Et donc tous ces avions là-bas qui effectuent une vrille actuellement devant vous, qui descend même pas mal, alors que l'Extra a fait double déclenché en remise de gaz. Et donc tous ces avions, toutes ces figures participent à
l'évolution et permettre. Beaucoup de monde disent que l'aviation ça coûte cher. C'est pas vrai, l'aviation ça coûte pas cher. En France, un pilote privé qui vole dans la moyenne, je dirais, dépense pour voler moins cher que s'il consommait un paquet de cigarettes. Au niveau du club du LM aussi, ou même au niveau des hélicos, le prix réel que ça coûte de faire voler des avions, et vous verrez que ça coûte pas cher du tout. Ça coûte pas cher du tout, ça permet aussi de se faire plaisir, d'emmener des amis. Alors que je vois qu'on tient dans les mains là-bas d'autres machines, qu'on prépare tout ça, nos amis des aéromodélistes se prennent au jeu et participent là, alors que dans le ciel, pratiquement ignorant de ce qui se passe en dessous, vous voyez, voltiger et surtout battre des ailes à un oiseau. Alors on a fait, avec cette technique de l'aile volante, on a fait certains gros bombardiers comme les bombardiers B2, les F-117 et toutes ces grosses machines de guerre, et là, le voyant voler comme ça avec cette machine, alors que nos amis n'hésitent pas à jouer sur les doubles et triples déclenchés comme ça, alors que le cap se repose. Voilà, magnifique atterrissage. Vous voyez un peu la taille de l'extra. Alors c'est vrai que d'ici j'ai du mal à mesurer ou à prendre les dimensions de l'avion, mais très très belle présentation de nos amis des aéromodélistes aujourd'hui, croyez-moi. Faire voler les avions comme ça, l'accrocher en dessous de son hélice et puis la maintenir, c'est du niveau championnat de France, peut-être même championnat du monde, messieurs. Et donc l'aile volante qui là-haut évolue, alors ça vole certes comme un avion avec les particularités puisque ça n'a pas exactement la même forme qu'un avion, ça n'a pas non plus, donc vous l'avez compris, de ce qu'on appelle la queue, et donc sur la queue d'un avion vous avez deux gouvernes, un empennage vertical qu'on appelle des fois une dérive, ou du moins qu'on appelle injustement une dérive, qui est en fait ce que nous on appelle la gouverne de direction. L'aile volante en a une, et puis vous avez un empennage horizontal qu'on appelle aussi la profondeur, et c'est cette profondeur qui permet à l'avion de monter et descendre. Sur une aile volante c'est un peu différent, il n'y a pas cette profondeur, c'est un peu comme sur les avions à aile delta, et donc ça fonctionne avec un principe un peu différent, mais ça reste de l'aviation, alors que vous voyez, hop, elle met. Il y a forcément un club près de chez vous, il y en a un évidemment ici, mais vous qui venez peut-être d'un peu plus loin pour notre meeting, il y a des clubs un peu partout, je dirais en France et dans le monde, alors que je vois que nos amis des aéromodélistes préparent peut-être déjà la suite. Voilà, magnifique vol sur le dos avec la remontée. Alors il est vrai que tout à l'heure, quand on parlera de voltige solide, alors que décolle une patrouille justement de ces Piper Cub que j'avais annoncé tout à l'heure un peu plus tôt. Et donc le Piper Cub, c'est l'avion ultime. L'un des plus grands collectionneurs d'avions en France, qui s'appelle Monsieur Jean Salis, et qui organise un très très grand meeting aérien tous les ans sur le terrain de la Ferté-Alais du côté de Fontainebleau, a dit un jour: si dans ma collection d'avions je ne dois garder qu'un seul avion, je garderai le Piper Cub. Et donc le Piper Cub, ces avions là dont les répliques viennent de décoller, donc il a conçu beaucoup de pilotes. C'était un avion qui avait été conçu pendant la grande crise des États-Unis, la crise de 1929, c'était des taux de chômage qui n'ont rien à voir avec les taux qu'on a aujourd'hui. À l'époque, on avait 40-50% de taux de chômage dans certaines régions des États-Unis. Et donc, William Piper avait conçu un avion magnifique, très simple et qui surtout permettait de voler pas cher. Et donc, cet avion avait été construit en beaucoup d'exemplaires avant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été produit et utilisé tout au long de la Seconde Guerre mondiale comme avion de fait poser les Piper Cub comme avion de liaison et d'observation. On aura tout à l'heure l'occasion de voir effectuer la présentation du Chrysler Storch, qui est l'équivalent un peu allemand du Piper Cub américain. Et donc, cet avion très simple, on ne peut pas plus simple, je dirais, avec un manche à balai, des pédales, et puis ils ont effectivement justement présenté les Piper Cub, alors que je vois que l'hélico des baptêmes de l'air est revenu se poser. N'hésitez pas justement, vous qui souhaitez faire des baptêmes de l'air en hélico, en avion, en ULM, à vous renseigner sur ces stands, à acheter le programme au prix de 2 € pour justement espérer gagner un baptême de l'air. Et donc tous ces Piper Cub là qui ont décollé il y a quelques secondes, vous les voyez voler sur le ventre, sur le dos, en maintenant justement, et on voit que quand je les vois bouger comme ça, je vois clairement qu'il y a un petit peu de turbulence quand même au-dessus de la piste, et c'est vrai que je sens un petit peu de vent. On voit quand même que ça bouge un petit peu, même si le vent est très très faible, alors que effectivement sur la fréquence radio, je vois que nos amis sont en sécurité. J'entends que à la direction des vols, on annonce déjà aux prochains pilotes de se préparer, et c'est tout le plaisir de
nos manifestations. Alors voilà, nos Piper Cub qui viennent de décoller dans quelques instants, que je pense que le premier se présente en glissade. Vous voyez, passage comme ça, montre les ailes, on montre les ailes d'un côté, on met du pied d'un côté, on réduit un peu la puissance et on fait de très très belles photos, alors que au fond on peut toujours faire les baptêmes en hélicoptère. Et donc les Piper Cub, avions mythiques. Aujourd'hui, le Piper fait partie des avions de collection les plus appréciés, tout simplement par sa simplicité et surtout par son plaisir à piloter. Voilà, le premier Piper s'est posé, les deux autres continuent leur présentation alors que décolle derrière le métal hurlant, les Warbirds. Si il y a des avions à hélice qui font rêver tous les pilotes d'avions de par le monde, ce sont les avions à hélice de la Seconde Guerre mondiale, ceux qu'on a surnommés les Warbirds, ces oiseaux de guerre qui ont participé à des combats tels Pierre Klosterman dans son grand cirque. Et tous les autres, René Mouchner de motoplaneur de l'aéroclub qui a décollé tout à l'heure, du moins du club de planeurs de vol à voile qui est basé ici sur l'aérodrome de Merville. Et donc il reviendra dans quelques minutes, il est en train de se mettre en circuit d'attente, il fait ce qu'on appelle des hippodromes, alors que décolle le Mustang, le North American P51 Mustang, la Cadillac du ciel qui nous est présenté magnifiquement aujourd'hui, des avions qui à l'époque avaient des moteurs avec 12 cylindres, 40 litres de cylindre et plus de 2000 chevaux de puissance. Ça fait un boucan monstre quand ça décolle. Vous avez l'impression, quand vous êtes assis aux commandes, ça vibre tellement quand vous mettez la puissance que vous avez l'impression que vous allez perdre vos dents tellement ça vibre et que vous les sentez taper l'une dans l'autre. Et quand vous décollez un Mustang, vous avez à peine mis la puissance que déjà l'avion est en l'air, accroché à son hélice. Et avec ça, certains hommes comme Clyde Johnson ou Betty Andrew ont accompli des combats dans le ciel de la région, escortant les forteresses volantes, et ont obtenu plusieurs centaines, plusieurs dizaines de victoires. Il est vrai que P-47 Thunderbolt, nos amis du Normandie-Niemen avaient pareil une cinquantaine de victoires maximum, et puis face à eux il y avait des pilotes allemands qui étaient des véritables experten, puisque Eric Hartmann, qui était sans doute le plus grand pilote de chasse que tous les temps, ou du moins il faut espérer qu'il n'y ait jamais de pilote de chasse qui égale les scores d'Eric Hartmann, puisque cela signifie qu'il y aurait eu de nouveau une guerre. Et donc Eric Hartmann avait plus de 250 victoires aux commandes d'avions type Messerschmitt 109 ou Focke-Wulf 180 avions, que vous suivez l'avion. Mais imaginez-vous que la personne qui pilote l'avion de derrière essaye de suivre un avion qu'elle voit évoluer sans être assis dedans. Donc quand vous devez, imaginez-vous, vous êtes devant votre télé, vous devez suivre quelque chose en 3 dimensions, sur une console de jeu pratiquement, bien que celle-ci ne soit pas du tout virtuelle, avec un système qui bouge en 3 dimensions tout, et que les avions d'aéromodélisme se présentent à l'atterrissage. Et sur la fréquence des mots à notre directeur des vols, monsieur François-Xavier Aubert, que le plateau modélisme est terminé. C'était l'ouverture de notre meeting. Dans quelques secondes, on va passer à une machine que l'on a vue décoller il y a quelques minutes. C'est le Janus CM, un motoplaneur, alors que l'on va autoriser à se poser une autre machine en attendant, une machine qui revient d'un vol Roméo-Juliette, car telle est son immatriculation, puisqu'en aviation, nous sommes bien évidemment immatriculés, nous répondons à des normes administratives, bien évidemment, d'immatriculation. Et donc on est immatriculé avec 5 lettres et on utilise pour parler à la radio l'alphabet international, puisque vous l'avez déjà expérimenté quand vous parlez avec quelqu'un, que vous lui dictez un mot si vous êtes au téléphone. Il est très difficile pour la personne de comprendre. Bien souvent, vous épelez en disant A de Albert, B de Bernard, etc. En aviation, on est bien évidemment hors de question comme ça d'épeler
choisissant les lettres du prénom de son copain pour épeler le système. On utilise un code qui est utilisé partout dans le monde, par tous les pilotes, par tous ceux qui parlent dans une radio, même puisque les militaires, qu'ils soient de l'armée de terre ou même au niveau des transmissions, vous essayez de descendre les marches d'un escalier. Si vous descendez 2 marches à la minute et que cet escalier, c'est un escalier roulant qui monte beaucoup plus vite que vous ne descendez, au final, vous montez. Et bien là, c'est pareil. Un planeur, c'est un engin qui descend tout le temps et qui doit aller d'un courant ascendant à un autre. Et il faut à tout prix que le courant ascendant monte plus vite que le planeur ne descende. Donc quand il a trouvé un courant ascendant, il se met à tourner, comme ça, tourbillonner à l'intérieur de son courant pour permettre au planeur de monter. C'est donc cette manœuvre qu'il nous présente aujourd'hui, bien qu'il n'y ait pas de courant ascendant, je pense, au-dessus de la piste de Merville. Bien souvent, les zones comme ça qui sont bétonnées, avec autour de l'herbe, sont des points où on trouve des points chauds. Et comme l'air chaud est plus léger que l'air froid, l'air chaud monte. C'est le principe de la montgolfière, me direz-vous. Et bien c'est pareil, donc quand vous avez une grande zone bétonnée avec autour de l'air, si vous allez vite en vélo, vous ne tournez pas le guidon. Quand vous voulez tourner, vous vous contentez de vous pencher dans les virages, en vélo ou en moto. Par contre, si vous allez lentement, vous allez tourner le guidon et vous pencher un peu moins. Et bien là, c'est pareil en planeur, alors que là,